C'était un matin comme un autre dans les rues de Paris. Les lumières de la ville éclairaient doucement l'aube, tandis que la cité s'éveillait dans un rythme frénétique. Pourtant, au milieu de la précipitation des passants et du bruit des voitures, Antoine restait immobile à son emplacement habituel, près d'une station de métro. Sa couverture usée et le gobelet en papier devant lui racontaient des histoires de plusieurs années de négligence et de défis que peu osaient affronter. Ce jour-là, un homme distingué, à la démarche assurée et au visage reconnu par des millions, marchait sans sa suite habituelle. Emmanuel Macron, le président de la France, avait décidé de sortir sans garde du corps pour observer de près les conditions réelles des citoyens. Il voulait voir la vraie vie, mais il ne s'attendait pas à croiser Antoine. En croisant le regard du sans-abri, Macron ralentit. Quelque chose dans les yeux d'Antoine, un mélange de fatigue et de sagesse, le fit s'arrêter. Avant que le président ne puisse reprendre son chemin, Antoine leva la voix, d'un ton calme mais ferme. « Pouvez-vous me donner $1 » La question semblait simple, mais elle portait un poids que ni l'un ni l'autre ne comprenait encore. Macron hésita une seconde. Les mots qu'il prononcerait à cet instant auraient un impact bien plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le silence plana dans l'air après la demande d'Antoine. Emmanuel Macron, habitué à entendre des demandes complexes dans de grands salons, n'aurait jamais imaginé être confronté à quelque chose d'aussi simple et déstabilisant. « Pouvez-vous me donner $1 » La phrase résonna comme une énigme. Le président inclina légèrement la tête, comme s'il tentait de saisir la profondeur derrière la question. Antoine ne détourna pas le regard, mais il y avait une calme presque provocatrice dans sa posture. Cet échange de regards dura quelques secondes, mais semblait porter le poids de siècles d'inégalité. « $1 » répéta Macron, avec une légère note d'incrédulité. « Vous savez qui je suis » Antoine haussa les épaules, comme si le titre de président était sans importance. « Je sais que vous avez bien plus que moi, » répondit-il, sans sarcasme, mais avec une honnêteté percutante. La réponse surprit Macron. Il passa la main dans la poche de son manteau et en sortit son portefeuille. Les yeux d'Antoine suivirent le mouvement, mais il n'y avait aucune anxiété dans son regard, juste de la curiosité. Macron ouvrit son portefeuille et en sortit un billet de 50 €. « Je n'ai pas de $, mais voici 50 €. Cela suffit-il » Antoine laissa échapper un rire court, presque amer. « Ce n'est pas la quantité que vous donnez, c'est ce que cela signifie. » Macron, maintenant intrigué, s'abaissa pour se mettre à hauteur d'Antoine. Pour la première fois depuis des années, il sentit le poids de regarder dans les yeux de quelqu'un d'aussi invisible pour la société. « Que voulez-vous dire par là » demanda-t-il, sincèrement intéressé. Antoine pointa le gobelet vide devant lui. « Tout le monde qui passe par ici pense que l'argent est la solution. Mais ce besoin, c'est de quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Les mots d'Antoine frappèrent Macron comme une rafale de vent froid. Il tenait toujours le billet de 50 €, mais maintenant, il hésitait. Pour la première fois, il comprit que cet échange était bien plus qu'une question de charité. C'était un test. « Alors, que voulez-vous de moi » demanda Macron, un mélange de curiosité et de nervosité dans la voix. Antoine sourit, mais ne répondit pas immédiatement. Il savait que la véritable réponse était encore à venir. Le regard de Macron était toujours fixé sur Antoine, tentant de comprendre ce qui se cachait derrière ses paroles. Il avait donné le billet de 50 €, mais il ressentait une inquiétude croissante en lui. Antoine ne semblait pas chercher de l'argent, du moins pas de la manière dont le président le pensait. Il y avait quelque chose de plus profond dans sa demande. « Vous pensez qu'un simple acte de charité peut résoudre cela » Antoine demanda, brisant le silence. Sa voix était douce, mais ses mots portaient le poids d'une accusation voilée. « Qu'avez-vous fait pour ceux comme moi ? Que fait votre position pour changer cela ?
Apaisez votre propre conscience. Macron fit un pas en arrière, regardant autour de lui. Il savait que ses politiques sociales étaient vastes, mais la réalité qu'il voyait dans les rues semblait toujours échapper aux promesses de ses discours. Les mots d'Antoine commençaient à démolir l'armure qu'il portait pour se protéger de la dureté du monde extérieur. J'essaie, vous savez. Macron commença, mais sa voix vacilla. Il savait que les actions du gouvernement étaient nombreuses, mais quelque chose en lui le poussait à douter si cela suffisait. Il voulait en faire plus, mais les solutions semblaient toujours si lointaines. Antoine ne l'interrompit pas, il observait simplement d'un regard calme, comme s'il savait que le président était en train de chercher une réponse qui ait du sens, mais qu'aucun mot ne pourrait apaiser la vérité qu'il ressentait. Le sans-abri retourna son regard vers le gobelet vide, réfléchissant. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est que vous voyez des gens comme moi et vous ne nous voyez pas. Nous ne demandons pas seulement à survivre, nous essayons d'être entendus. Qu'avez-vous fait pour nous écouter? À part nous ignorer jusqu'à ce que nous ayons besoin de demander quelque chose, dit Antoine avec un léger soupir. Macron, toujours debout, sentit le poids de chaque mot. Il n'avait jamais été confronté de manière aussi directe, aussi simple et en même temps aussi profonde. Il était habitué aux débats complexes, aux discussions politiques et économiques, mais il n'avait jamais eu à regarder la vérité nue de cette manière. Le président savait que la réponse ne serait pas facile. Il regarda Antoine, qui semblait désormais plus une figure de sagesse qu'un homme perdu dans les rues. La situation était inconfortable pour Macron, mais il savait que cette conversation ne pouvait pas se terminer ici. Quelque chose devait changer. Mais quoi? Antoine, quant à lui, semblait avoir une patience infinie. Il ne pressait pas les choses, il ne tentait pas de forcer un changement immédiat, il attendait simplement que Macron prenne conscience de ce qui se passait entre eux. Ce n'était pas une simple demande. C'était une demande de reconnaissance. Macron finit par s'asseoir à côté d'Antoine. Il tenait toujours le billet de 50 €, mais ce qu'il ressentait maintenant était plus important que n'importe quel montant inscrit sur ce billet. La conversation évoluait vers quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, mais qu'il devait entendre. Quelque chose en lui commençait à se réveiller. « Et que pensez-vous que je devrais faire ?» demanda Macron, sur un ton de humilité qui était rare dans ses paroles. Il se livrait à la conversation sans être sûr de ce qui viendrait ensuite. Antoine esquissa un petit sourire, mais ne répondit pas immédiatement. Il voulait que le président réfléchisse, qu'il absorbe ce qui était en train d'être dit. Il ne s'agissait pas d'une solution rapide, mais d'un point de départ. La réponse, pensait-il, résidait dans la capacité de Macron à regarder au-delà de la surface, au-delà de la politique et de l'économie. Les minutes s'étiraient dans un silence presque respectueux, alors que Macron réfléchissait aux paroles d'Antoine. Il regardait le sans-abri, qui restait implacable dans sa calme sérénité, comme s'il avait trouvé la paix au milieu du chaos. C'était une réalité que le président n'avait jamais vraiment affrontée de près, mais qui se tenait maintenant, brute et crue, devant lui. Macron ne savait pas comment répondre. La politique, avec toutes ses complexités, n'avait préparé personne à ce genre de confrontation humaine. Il tentait de réfléchir à des solutions, à la façon dont il pourrait changer quelque chose immédiatement. Mais une réponse simple ne semblait pas suffisante. J'ai toujours cru qu'aider était simplement une question de ressources, de financement, de programme. Macron commença, la voix basse, sans la confiance habituelle qu'il avait dans les palais et salles de réunion. Mais vous dites qu'il manque quelque chose d'autre. Quoi d'autre pourrait-il y avoir, Antoine? Antoine fixa le président, mais son expression n'était pas celle de la réprobation. Il n'était pas là pour critiquer, mais pour aider Macron à voir ce qu'il savait déjà, mais qu'il n'avait pas encore le courage d'admettre. Le sans-abri savait que le pouvoir et la richesse pouvaient acheter des solutions superficielles, mais que les blessures les plus profondes de la société ne pouvaient pas être guéries avec de l'argent. Vous pouvez créer tous les programmes que vous voulez, mais rien de tout cela
ne guérira la déconnexion. Les gens comme moi demandent seulement à être vus, reconnus comme humains. Ce qui manque, ce ne sont pas plus de ressources, mais plus d'humanité, dit Antoine. La voix douce, mais chargée d'un poids silencieux. Macron frissonna. Les mots d'Antoine touchaient quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. Il savait déjà que sa vie était loin de la réalité des rues, mais il s'était toujours dit que cela pouvait être réparé avec de bonnes politiques. Maintenant, il commençait à comprendre que cela ne suffisait pas. Le président regarda autour de lui, tentant de comprendre ce qu'il pouvait faire. La ville de Paris, avec ses rues animées et ses quartiers riches, avait une façade imposante. Mais sous cette surface, une réalité de pauvreté et d'invisibilité se cachait. Les réponses qu'il cherchait ne se trouvaient pas dans les documents de politique sociale, mais dans les yeux des gens comme Antoine. « Que suggérez-vous alors ?» demanda Macron, avec un regard plus concentré, plus intéressé. Il voulait comprendre. Il avait besoin de comprendre. Antoine se réajusta, comme s'il se préparait à une réponse qui ne pouvait pas être donnée rapidement. Il savait que Macron était en train de voir, mais qu'il n'avait pas encore atteint le point de compréhension totale. La vérité était qu'en posant cette simple question, le sans-abri mettait au défi le président de regarder le monde avec un regard neuf, sans les barrières de la politique et de l'économie. Il ne s'agit pas de vous donner plus d'argent ou de créer plus de projets. Si vous voulez vraiment changer quelque chose, vous devez commencer par regarder les gens comme des gens et non comme des chiffres. Vous devez être plus qu'une main qui donne des aumônes. Vous devez être un leader qui écoute et agit avec empathie, avec une vision à long terme qui transforme les structures de notre société. Ce n'est qu'alors que vous pourrez réellement faire une différence, dit Antoine, avec une calme qui semblait transcender les difficultés de la vie qu'il menait. Macron resta silencieux un moment. Le poids des paroles d'Antoine commençait à se poser sur ses épaules. Il était le leader d'un pays, mais il se sentait impuissant face à la réalité qui se déployait devant lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait que les réponses n'étaient pas dans ses mains ou dans les mécanismes de gouvernement qu'il avait toujours considérés comme infaillibles. Comment faire cela? Comment commencer? Demanda Macron, avec une sincérité qui faisait défaut dans ses discussions politiques habituelles. Antoine le regarda avec un léger sourire, sachant que, dans cet échange de quelques mots, quelque chose avait changé. Il n'avait pas toutes les réponses, mais au moins, il avait fait commencer le président à poser les bonnes questions. Vous avez déjà fait le premier pas, monsieur le président, le plus difficile de tous. Maintenant, commencez à regarder tout le monde autour de vous, et pas seulement ceux qui correspondent à votre vision. Écoutez les histoires, apprenez des erreurs, et n'ayez pas peur de changer ce qui doit être changé. Le reste viendra naturellement, répondit Antoine. Le président savait que le sans-abri avait raison. Il avait déjà fait le premier pas en s'arrêtant et en écoutant. Et, bien que cela semble simple, c'était le début d'un long processus. Mais maintenant, Macron était prêt à continuer. Macron se leva lentement, toujours tenant le billet de 50 €, qui semblait plus un symbole de sa propre réflexion qu'une solution au problème auquel il faisait face. Antoine ne bougea pas, toujours assis, avec l'attitude calme de quelqu'un qui a beaucoup vu, mais qui n'a pas perdu la foi en un monde qui pourrait encore être transformé. Le président se trouvait à un tournant, un endroit où son identité de leader et sa compréhension du pouvoir étaient réécrites sous ses yeux. Macron regarda le sans-abri une fois de plus. Quelque chose en lui avait changé, quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer. Il voulait aider, mais il savait maintenant qu'il ne pouvait pas le faire de la manière habituelle. Il était facile de penser qu'en donnant de l'argent ou en créant plus de programmes d'assistance, il résoudrait le problème. Mais dans sa conversation avec Antoine, il réalisa que le véritable changement nécessitait un regard plus profond, une volonté de reformuler la manière dont il voyait et traitait les gens dans sa société. Que feriez-vous si vous étiez à ma place?
demanda Macron, encore en train d'essayer de comprendre les prochaines étapes. Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait entendre, mais il sentait que c'était une question cruciale. Antoine le regarda avec un sourire calme, comme s'il attendait cette question. Il savait que le président commençait à voir, et c'était l'ouverture dont il avait besoin pour commencer à montrer le chemin. Si j'étais à votre place, je commencerais par aller au-delà des chiffres. Je commencerais par écouter ceux qui sont dans les rues, leur parler, comprendre leurs peurs et leurs espoirs. Le véritable changement ne vient pas d'un bureau. Il vient des gens. Vous devez écouter les voix que la société refuse d'entendre. Macron ressentit une sensation de poids et de clarté en même temps. Il avait toujours été entouré de conseillers, de rapports et de chiffres, mais il ne s'était jamais permis d'être dans un espace où il pourrait écouter, de manière pure et directe, les histoires de ceux qui avaient vraiment besoin d'aide. Il commença à comprendre que sa position de pouvoir n'était pas une distance entre lui et les autres, mais une responsabilité d'écouter et d'agir de manière plus profonde et humaine. « Vous me dites que je ne dois pas me fier uniquement aux statistiques ?» demanda-t-il, avec une touche de perplexité dans la voix. « Exactement. Les statistiques racontent une histoire, mais les gens vivent une réalité. Les statistiques peuvent montrer des chiffres, mais elles ne peuvent pas montrer la douleur, la peur, l'espoir ou les rêves de quelqu'un. C'est cela que vous devez voir et c'est ce que vous devez emporter avec vous dans vos décisions. Le reste, les chiffres et les programmes sont les conséquences de cela, expliqua Antoine, avec une clarté qui semblait transcender tout concept politique. Macron recula, sentant l'intensité du moment. Il réalisa qu'il était à un point crucial de sa vie. Il ne pouvait pas continuer à son poste sans comprendre plus sincèrement ce que signifiait être président d'un pays qui, en son essence, divisait ses citoyens en couches sociales de plus en plus distantes. Il ressentait le besoin de changer, mais ne savait pas comment faire ce premier pas. « Alors, que me suggérez-vous de faire maintenant ?» demanda Macron, un pas de plus vers l'acceptation de son propre changement intérieur. Antoine le regarda avec des yeux perçants. Il savait que le président était prêt, mais qu'il avait encore besoin d'une direction plus directe. Il ne s'agissait pas de suggérer une action unique, mais de commencer à penser différemment, à partir d'un point d'empathie véritable. Commencez par aller dans les rues. Découvrez les histoires. Ne vous limitez pas à des programmes d'aide ou des visites formelles. Montrez aux autres, à votre équipe, que les gens sont plus qu'un chiffre à gérer. Ce sont des êtres humains avec des histoires, des vies, des besoins qui vont au-delà de ce qu'un politicien peut résoudre en séance parlementaire. Le véritable changement commence par l'humanité. Et vous, Monsieur le Président, avez le pouvoir d'être le catalyseur de ce changement, dit Antoine, avec une profondeur qui semblait pénétrer directement l'âme de Macron. Macron resta silencieux, pensant aux paroles du sans-abri. Il savait que ce ne serait pas un chemin facile. Mais maintenant, il sentait qu'il y avait quelque chose de plus important que les politiques qu'il avait toujours défendus. Il y avait quelque chose de plus humain à faire, et il était enfin prêt à faire ce premier pas vers cette transformation. Antoine, voyant que le président commençait à comprendre, se leva lentement. Il n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Ce que Macron devait comprendre était déjà clair. Le véritable changement commencerait en lui-même. Macron mit le billet de 50 € dans le gobelet d'Antoine, mais ce n'était plus seulement un don. C'était un symbole d'un engagement qu'il prenait. Un engagement envers le changement qu'il savait devoir chercher. « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais commencer à les chercher, » dit Macron, avec un regard. Dans les jours qui suivirent cette conversation, quelque chose en Macron changea. Il avait tenu la promesse qu'il s'était faite de ne pas ignorer ce qu'il avait vu et entendu dans les rues. Il ressentait une urgence croissante de comprendre ce qui se passait réellement dans les périphéries des grandes villes, dans les ombres de la société qu'il gouvernait. Ce n'était plus question de politique éloignée des bureaux luxueux, mais de la véritable réalité des rues, des gens, de la souffrance invisible qu'Antoine lui avait montrée.
La décision de Macron fut audacieuse, mais authentique. Il savait que cela serait un acte de vulnérabilité pour lui, en tant que leader. Les politiciens, en particulier les présidents, sont souvent vus comme distants, intouchables. Mais il était prêt à aller au-delà de cette image. Il décida de passer une journée dans les rues de Paris, sans la sécurité et les formalités qui l'accompagnaient toujours, pour parler directement avec les gens qui vivaient en marge de la société. Le matin du jour prévu, Macron s'habilla simplement, avec l'intention de se déguiser et de ne pas attirer l'attention. Il n'était plus un président, mais un homme ordinaire, en quête de réponse. L'idée de se mélanger parmi les gens sans l'apparat présidentiel le rendait nerveux, mais en même temps déterminé. Il savait que c'était nécessaire pour être véritablement entendu, pour ressentir la réalité de ceux qui, chaque jour, faisaient face à la marginalisation. Il commença sa marche dans l'un des quartiers les plus pauvres de Paris. Les rues étaient sales et les bâtiments, beaucoup d'entre eux en ruine, montraient les signes de décennies de négligence. Les enfants jouaient dans la rue, les mères les surveillaient de près, certaines assises sur les trottoirs, d'autres en petits groupes, échangeant des histoires et tentant d'oublier, un instant, les difficultés de la vie. Macron s'arrêta et observa en silence, essayant d'absorber ce qui l'entourait. Il remarqua la tension dans l'air, une sensation de déconnexion qui semblait remplir chaque coin de rue. Il s'approcha d'un groupe de femmes qui discutaient sur une place, essayant de comprendre ce qu'elles pensaient de ce qui se passait en ville. Il s'assit à leur côté et, avec un sourire simple, commença à leur poser des questions sur leur vie. « Que faut-il changer pour que vous sentiez que votre vie s'améliore ?» demanda Macron, sincèrement. Il n'y avait pas de discours politique. Juste un homme cherchant à comprendre la douleur de ces femmes. Elles le regardèrent avec une certaine surprise. Elles n'étaient pas habituées à voir un homme politique de haut niveau essayer de comprendre leur réalité. L'une des femmes, nommée Amina, répondit « Vous pensez qu'un simple « Que faut-il changer » peut résoudre ? Ici, chaque jour est une lutte pour payer la facture d'électricité, nourrir mes enfants, pour ne pas être ignorés. Nos enfants étudient dans des écoles bondées, les hôpitaux sont toujours pleins et la violence dans les rues augmente. Je ne vois personne essayer de comprendre cela réellement. Vous dites que vous êtes là pour écouter, mais êtes-vous vraiment prêt à tout entendre, sans filtre ? Macron sentit le poids des mots d'Amina. Il savait que ce qu'elle disait était vrai. La vie de ces gens ne pouvait être résumée en une simple solution politique. Il n'y avait pas de réponse rapide, ni de magie capable de résoudre les problèmes d'une société fragmentée. Mais il était là, et quelque chose en lui le poussait à continuer d'écouter. Je suis là pour écouter vraiment, pour comprendre comment vous voyez l'avenir, ce que vous pensez qu'il faut faire, et ce qui fait vraiment la différence dans vos vies, dit Macron, avec une humilité qu'il ne montrait pas habituellement dans ses discours politiques. Amina le regarda un moment, étudiant son expression. Puis elle parla plus calmement, mais avec fermeté. Le problème, c'est que les politiques n'arrivent jamais jusqu'à nous. Les promesses sont faites, mais dans la pratique, nous ne voyons pas de changement. Ce dont nous avons besoin, c'est de plus d'action et moins de paroles. Vous êtes ici pour nous écouter, mais que ferez-vous quand vous retournerez à votre bureau? Allez-vous reprendre les mêmes réponses habituelles? Ou allez-vous faire quelque chose de concret? Macron resta silencieux un moment, les mots d'Amina pénétrant profondément dans son esprit. Il savait que la réponse n'était pas facile. Il avait des responsabilités en tant que président, mais maintenant, il voyait que sa fonction allait au-delà des discours et des décisions législatives. Il s'agissait de faire des pas concrets qui changent vraiment la vie des gens. Il se leva, remercia Amina et les autres femmes pour la conversation et continua son chemin. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Ce n'était pas un parcours facile. Il savait que les questions soulevées par les personnes avec qui il avait parlé ne pouvaient être résolues avec de simples mots.
ou des promesses vides. Lorsqu'il retourna au palais de l'Élysée, Macron s'assit dans son bureau, profondément plongé dans les pensées qui l'avaient accompagné toute la journée. Il savait qu'il était face à une occasion unique de changer les choses, mais il ne savait pas par où commencer. Les politiques existantes devaient être repensées, mais il ne pourrait pas le faire seul. Cette nuit-là, il convoqua une réunion avec ses ministres. Il était déterminé à changer la manière dont la politique sociale était abordée dans son gouvernement. Mais, par-dessus tout, il savait que le changement ne viendrait pas seulement d'en haut. Il avait besoin d'une nouvelle perspective, une qui valoriserait davantage l'écoute que l'imposition, et qui remettrait l'empathie au centre de la politique. Le lendemain, Macron se dirigea vers le siège du gouvernement, un sentiment d'urgence l'accompagnant depuis le moment où il avait quitté les rues. L'expérience de la veille, en discutant avec Amina et d'autres habitants de la périphérie de Paris, résonnait encore dans son esprit. Il savait qu'il ne pouvait plus gouverner comme avant. Quelque chose en lui avait changé, et il était prêt à agir différemment. Maintenant, la véritable question était: comment transformer cette volonté de changement en quelque chose de tangible et concret? Lorsqu'il arriva à son bureau, Macron convoqua ses ministres pour une réunion extraordinaire. Contrairement aux réunions traditionnelles, remplies de rapports et de propositions politiques, il savait que cette rencontre serait la plus importante de sa carrière politique. Il ne voulait pas simplement discuter de chiffres et de statistiques, il voulait transformer ce qu'il avait ressenti dans les rues en actions réelles qui bénéficieraient véritablement aux plus marginalisés. Lorsque les ministres arrivèrent, Macron commença la réunion par une phrase simple mais marquante. « Aujourd'hui, je suis ici pour parler de quelque chose que vous ne m'avez probablement jamais entendu dire. Je ne veux plus parler seulement de politique publique, je veux parler d'humanité, d'écouter les gens et de prendre des actions qui feront une réelle différence dans leur vie. » La salle resta silencieuse. Certains ministres se regardèrent, surpris par le changement de ton du président. Ils étaient habitués aux discussions sur la croissance économique, les politiques de sécurité et les mesures fiscales. Mais cette approche, qui semblait plus émotionnelle et personnelle, paraissait nouvelle et inattendue. Macron continua: « Hier, j'ai passé une journée dans les rues de Paris à discuter avec des gens qui vivent en marge de la société. J'ai entendu ce qu'ils avaient à dire. Et ce que je peux garantir, c'est que la politique, telle que nous la connaissons, ne répond pas aux besoins réels de ces personnes. Nous ne pouvons plus nous baser sur des solutions rapides et impersonnelles. J'ai besoin que vous pensiez tous, à partir d'aujourd'hui, à comment nous pouvons mettre en place une politique qui mette l'humain avant les chiffres. » Le ministre de l'économie, avec une expression d'incrédulité, fut le premier à prendre la parole. « Mais, Monsieur le Président, nous parlons de millions de personnes. La réalité économique du pays exige des décisions rapides et bien fondées. Comment pouvons-nous prioriser l'humanité dans une situation aussi complexe ?» Macron n'hésita pas. Il savait que c'était le point central du débat. La crise qu'il avait vue dans les rues ne pouvait pas être résolue uniquement avec plus d'argent ou plus de rapports. La réponse devait être plus profonde et plus humaine. Je comprends votre inquiétude, mais ce que j'ai vu dans les rues, c'est un manque de vision à long terme et une absence de politique réellement efficace. Les gens ne veulent pas simplement une aumône, ils veulent un avenir. Ils veulent savoir qu'ils sont vus, qu'ils ont de véritables opportunités. Nous ne pouvons plus gouverner avec des solutions qui n'atténuent que les symptômes, mais ne guérissent pas les causes. Je veux entendre de chacun de vous, aujourd'hui, comment nous pouvons changer ce scénario. Le silence dans la salle fut lourd. Les ministres étaient habitués à discuter de chiffres, mais ils n'étaient pas préparés à cette approche plus émotionnelle et profonde. Macron savait que le changement ne serait pas facile, mais il sentait que c'était maintenant ou jamais. Il devait convaincre son équipe de dépasser la surface et de travailler pour transformer les structures de la société. C'est alors que la ministre du Travail se leva et parla d'un ton ferme. « Vous avez raison. Nous nous sommes concentrés sur les chiffres et les résultats à court terme, mais qu'en est-il des histoires des gens et de leurs besoins ?
La question n'est pas seulement d'augmenter les politiques de bien-être social, mais de repenser comment les gens doivent être traités. Cela nécessite que nous changions la manière dont nous voyons la pauvreté, l'inégalité et l'inclusion. Macron hocha la tête, soulagé de voir que petit à petit, son équipe commençait à comprendre la profondeur de son nouveau point de vue. Il savait que le processus serait long. Mais au moins maintenant, tout le monde était sur la même longueur d'onde. La réunion se poursuivit pendant des heures, et les ministres commencèrent à proposer des suggestions sur la manière de commencer à mettre en œuvre des changements. Mais au lieu de se concentrer sur des chiffres ou des tableaux complexes, la conversation prit un tour plus humain. On commença à réfléchir à comment impliquer les communautés dans les décisions, comment promouvoir l'inclusion réelle au lieu de solutions superficielles. Macron demanda à chaque ministre de s'engager à passer plus de temps dans les rues, à discuter avec les gens et à écouter leurs histoires. Enfin, Macron conclut la réunion par une déclaration simple, mais chargée d'un nouveau but. Si nous voulons vraiment changer quelque chose, nous devons commencer par un nouveau type d'empathie. Nous devons écouter plus et ne pas simplement agir comme si nous savions ce qui est meilleur pour les gens. Le véritable changement commence par l'humilité de comprendre la douleur et l'espoir de ceux qui ont le plus besoin de notre aide. À la fin de la réunion, Macron sentit qu'il avait, d'une certaine manière, fait un pas important. Il restait encore beaucoup de travail à faire, mais il était plus convaincu que jamais que le changement devait commencer de lui-même et s'étendre à son équipe et à la société. Lorsqu'il quitta la réunion, Macron savait qu'il ne pouvait plus être le président qui gouvernait à distance. Il devait être le leader qui écoutait, qui se souciait et qui agissait avec la véritable intention de faire une différence dans la vie des gens qui en avaient le plus besoin. Avec les décisions prises lors de la réunion, Macron a entamé un nouveau chapitre de sa présidence. Il savait que les paroles et les promesses faites dans cette salle ne seraient pas suffisantes. Pour que le véritable changement se produise, il devrait donner l'exemple, être dans les rues, immergé dans les réalités que son gouvernement devait changer. Son expérience avec Antoine et les conversations dans les rues de Paris lui avaient montré qu'un gouvernement n'est pas seulement un ensemble de règles, mais une entité qui doit être présente dans la vie quotidienne des gens, partageant leurs luttes et leurs préoccupations. Les jours suivants, Macron commença à faire des visites impromptues dans diverses communautés. Plutôt que de se fier aux rapports et aux données, il se mêlait aux citoyens, leur posant des questions sur leur vie, leurs difficultés, leurs espoirs. Il visitait des marchés populaires, parlait avec des travailleurs, des étudiants, des retraités, et bien sûr avec des sans-abri, des personnes sans domicile fixe comme Antoine. Le changement de comportement de Macron n'a pas échappé aux médias. Ceux qui le voyaient auparavant comme distant et concentré uniquement sur la politique de haut niveau, le décrivaient maintenant comme un leader plus accessible, prêt à comprendre les besoins des gens de manière plus profonde et humaine. Cependant, ce changement d'approche n'a pas été exempt de résistance. Beaucoup de ses partisans les plus traditionnels ont critiqué sa posture plus émotionnelle, affirmant qu'il s'éloignait des politiques pragmatiques et efficaces qui avaient été la base de sa campagne. Pour certains, l'attention portée aux problèmes sociaux semblait plus une stratégie politique qu'une transformation véritable. Mais Macron est resté ferme, conscient que le changement qu'il souhaitait ne pouvait pas être précipité ni fait de manière superficielle. Il devait être vrai dans sa quête de solutions. Un de ces jours, lors d'une visite dans l'une des zones les plus touchées par la pauvreté, Macron rencontra une femme nommée Mireille. Elle était mère célibataire, avec 3 enfants en bas âge, et travaillait comme femme de ménage dans une école. Mireille avait perdu son emploi temporairement pendant la crise économique. Et, même avec un nouvel emploi, elle peinait à couvrir les besoins de base de sa famille. Lorsque Macron l'aborda, elle le reconnut immédiatement, mais au lieu d'exprimer de la colère ou de la frustration, elle posa une question simple. « Pouvez-vous me promettre que mes enfants auront un avenir meilleur, qu'ils ne grandiront pas dans la même pauvreté que moi ?»
La question surprit Macron. Il regarda Mireille dans les yeux. Et à ce moment-là, il sentit le poids de la responsabilité qu'il portait. Il savait qu'en tant que président, il avait le pouvoir de changer beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas promettre un avenir meilleur sans garantir que les conditions nécessaires à cela seraient créées de manière concrète. « Je ne peux pas promettre un avenir sans difficulté, » répondit-il avec sincérité. « Mais je peux promettre que je vais travailler pour réduire les inégalités, rendre l'éducation plus accessible et que tout le monde, comme vous, ait une chance équitable d'améliorer sa vie. » Mireille le regarda, toujours sceptique, mais acceptant ses paroles. Elle n'attendait pas de miracle, mais, pour la première fois, elle sentit que quelqu'un écoutait sa douleur. Macron savait qu'une promesse comme celle-ci ne pouvait pas être réalisée seulement avec des mots. Il devrait créer un environnement où les politiques publiques d'inclusion, d'éducation et de santé seraient plus efficaces, plus humaines. Les mois suivants, les changements commencèrent à apparaître de manière progressive. Le gouvernement de Macron réforma les programmes d'assistance sociale, en privilégiant le contact direct avec les communautés les plus pauvres. De plus, un nouveau programme éducatif fut créé, axé sur les jeunes des banlieues, leur offrant des bourses d'études, des mentorats et un soutien psychologique. Mais le point central de toutes ces réformes était toujours le même. L'idée d'écouter, de comprendre les besoins réels des gens et d'agir à partir de cette compréhension. Macron commença également à inclure davantage de voix de la société civile dans ses décisions. Il se réunit régulièrement avec des groupes d'activistes, des travailleurs et des leaders communautaires pour discuter des problèmes qui souvent n'étaient pas abordés par les politiciens traditionnels. Il savait qu'il était essentiel que les solutions ne viennent pas seulement d'en haut, mais qu'elles soient façonnées par les personnes qui faisaient face aux difficultés au quotidien. La réponse de la population à cette nouvelle posture fut partagée. Certains commencèrent à sentir qu'ils étaient vraiment entendus, que les politiques se rapprochaient de leurs besoins. D'autres, cependant, restèrent sceptiques, craignant que ce changement ne soit qu'une tentative temporaire de récupérer la popularité de Macron. Pourtant, le président savait que la véritable transformation ne pouvait pas être mesurée uniquement par l'approbation publique ou la popularité. Il était en train de créer un héritage, un mouvement qui prendrait du temps pour mûrir. À la fin de son mandat, Macron réfléchit à tout ce qu'il avait appris et accompli. Il savait que, bien que beaucoup de choses restaient à faire, il avait franchi les premières étapes vers une présidence plus humaine et connectée aux réels besoins de la population. Ce qui avait commencé par une simple conversation avec un sans-abri s'était transformé en un mouvement qui remettait en question les structures de pouvoir et cherchait une société plus juste et égalitaire. Alors qu'il marchait dans les rues de Paris une dernière fois, un sourire léger sur le visage, il aperçut une femme avec 3 enfants, arrêtée près d'un marché. Elle ne le reconnut pas, mais Macron s'arrêta pour lui parler. Et, pour la première fois, il eut la certitude que sa présidence avait accompli sa mission la plus importante. Il n'avait pas donné seulement des réponses politiques, mais avait commencé à construire une société où les gens n'étaient pas seulement des numéros, mais des êtres humains avec des droits et de la dignité.